Bonjour YouTube. La langue est souvent perçue comme un outil de communication basique. Et c'est vrai, au fond, c'est ce qu'elle est. Un outil basique qui devient fondamental en temps de guerre. La communication, c'est l'un des nerfs de la guerre. On a tout intérêt à communiquer sans être compris par l'ennemi, mais en comprenant ce dernier. Mais du coup, pour quelle stratégie opter en temps de guerre? Et ben ça, c'est précisément ce qu'on va voir dans cet épisode de Ma langue dans ta poche. Pour bien comprendre le rôle que ta langue peut avoir durant un conflit armé, on doit distinguer deux cas. Le premier cas lorsque ta langue est utile pour ton camp, et le second cas lorsque ta langue est utile pour le camp adverse. Nous allons donc parler de code talker et de shibboleth. Si vous ne comprenez rien, c'est pas grave, vous allez vite comprendre là où je veux en venir. On parle souvent des situations de domination linguistique. Pourtant, il y a bien une situation dans laquelle une langue dite importante, une langue en situation de domination linguistique, est victime de son succès. Les conflits. Militaires notamment. Parce que si ta langue est pas mal parlée, il y a aussi de fortes chances qu'elle soit comprise par beaucoup de monde. Y compris des ennemis. Ainsi, si on communique en français ou en anglais en clair, il y a de fortes chances que le message soit intercepté. Ce problème est plus que jamais devenu important avec l'apparition de la radio en temps de guerre. Du coup, des solutions doivent être trouvées durant les deux guerres mondiales pour maintenir les communications secrètes. On peut passer par du cryptage. Par exemple, durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands utilisent une machine qui est désormais bien connue de tous, c'est la machine Enigma. Mais la faille d'Enigma, c'est qu'elle cryptait informatiquement une langue bien connue, l'allemand, en remplaçant chaque lettre par une autre. La clé de cryptage étant chaque jour réinitialisée, les messages sont différents d'un jour à l'autre. Mais le chiffrement possède deux inconvénients majeurs. Cela demande du temps comme du matériel et surtout, c'est craquable. Le code d'Enigma finit d'ailleurs par être cassé par Alan Turing et son équipe. Pour cela, ils se sont basés sur l'allemand lui-même, puisque plusieurs mots courants reviennent forcément dans les communications. Et une fois qu'on l'a déchiffré, on trouve de l'allemand standard que l'on peut faire traduire à n'importe quel bilingue. Une autre méthode plus habile, c'est de ne pas s'emmerder avec du cryptage. En effet, c'est long, c'est fastidieux et c'est pas toujours pratique. Non, il suffit de communiquer en clair. Avec une langue que personne ne connaît. Comme ça, si l'ennemi tombe sur les communications, il ne peut rien y comprendre, à moins de connaître lui-même la langue en question. Les Américains ont eu recours à ce stratagème durant les deux guerres mondiales, ainsi que durant la guerre de Corée et durant la guerre du Vietnam. Il suffisait de prendre quelques Amérindiens parlant la même langue, au hasard, des Comanches, des Lakota, des Choctaws, et de leur faire passer les messages. C'est ce qu'on appelle sobrement des code talkers. Plus la langue est petite, plus c'est un avantage, et si en plus elle n'a jamais été écrite, c'est encore mieux. Par contre, si le message est incompréhensible par l'ennemi, il l'est aussi par les alliés. Cela peut sembler être un inconvénient comme ça, mais en fait c'est plutôt un avantage. On peut pas torturer un prisonnier pour qu'il livre le code, ce dernier ne le connaissant pas lui-même. Ou alors faut tomber sur le bon opérateur radio amérindien, et encore ce dernier serait bien incapable de l'enseigner. Le programme le plus connu et probablement le plus abouti est celui qui conduit à la création du code Navarro. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Américains recrutent plusieurs Navarros, qu'ils enferment dans un centre d'entraînement où ils développent eux-mêmes leur code. C'est-à-dire que non seulement ils parlent Navarro, une langue inconnue à cette époque pour ceux qui ne vivent pas dans la réserve, et une langue qui n'est pas écrite, et en plus de cela, ils parlent un langage codé. Par exemple, les chiffres sont remplacés par des noms d'oiseaux. Ah, c'est beau quand même tous ces Amérindiens patriotes qui ont essayé de rendre service à la grande Amérique, qui a pourtant essayé de détruire leur langue et leur culture. Enfin bon... Si ce sujet vous intéresse, le film Wind Talker raconte l'histoire de ces code talkers Navarro. Et si vous voulez en apprendre plus, je ne peux que vous inviter à aller voir la vidéo de Nota Bene qui traite à la fois de l'histoire de ces Indiens et de leur représentation dans le film. A savoir que les Américains ont également utilisé les Basques. Ce n'est pas une langue amérindienne, elle est assez connue, elle est même documentée, mais pas assez pour que les Japonais la reconnaissent. Et ça fait le taf en attendant de trouver quelque chose de mieux. En tout cas, le principe des code talkers n'est pas nouveau. Les Anglais utilisaient déjà des Gallois depuis longtemps pour faire passer des messages. Et il n'est pas non plus réservé aux Anglo-Saxons. Il semblerait que des soldats bretons vantais aient joué un rôle similaire pour l'armée française. Si je n'ai pas pu trouver de documentation sur le sujet, c'est un témoignage qui m'a effectivement été rapporté. Et d'ailleurs, en parlant des Bretons, leur langue aussi a été importante pour la France durant la Seconde Guerre. Pourtant, la République est hostile aux Bretons avant la guerre, alors que le régime de Vichy, lui, est conciliant avec les langues régionales. Les mouvements autonomistes bretons sont alors le plus souvent collaborationnistes, et ils comptent bien profiter de l'occupation française pour rendre la Bretagne plus autonome, si ce n'est indépendante. Si comme ça la situation n'a pas l'air d'être favorable aux forces françaises libres, dirigées par le général de Gaulle, c'est sans compter sur les mouvements de résistance bretonnants et sur la puissance de la radio. Le breton est utilisé durant la guerre par Radio Londres, et ce notamment dans une émission animée par Charles-Marie Guillois. Cette émission, qui invite les Bretons valides à traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre afin de préparer la contre-offensive alliée, est d'une efficacité remarquable, puisque nombreux sont les marins à franchir le pas. D'ailleurs, près de 40% des forces navales françaises libres seront bretonnes. De plus, les émissions en langue bretonne boostent le moral des résistants ayant pris le maquis. Tout comme le Navarro en Amérique, le rôle du breton ne sera pas reconnu après la guerre. Parce que bon, les petites langues c'est bien sérieux 2 secondes, hein, mais bon, quand la guerre est finie, faut pas déconner non plus, En France on parle quoi? On parle français, Parfois, de manière sporadique, on entend que dans telle ou telle affaire, des langues régionales sont utilisées pour faire chier les autres. Pas forcément en temps de conflits militaires, mais également pendant les conflits commerciaux ou même pendant les conflits personnels. Donc ouais, il paraîtrait qu'il faudrait apprendre des langues utiles, comme l'anglais, ou comme le chinois, ou je sais pas, l'espagnol. Ça, si c'est pas un contre-exemple. Deuxième cas de figure, ta langue n'est non pas un avantage pour ton camp, mais pour le camp ennemi. Et là, j'ai bien envie de vous dire, shibboleth.
Alors je vous rassure, c'est un vrai mot, hein. Ça vient même de l'hébreu, et en hébreu ça veut dire épi ou branche. Le mot shibboleth apparaît à plusieurs reprises dans la Bible, mais c'est surtout son utilisation dans le livre des juges qui nous intéresse. Notamment car il y est expliqué que ce mot sert à distinguer les gens de la tribu d'Éphaïm de leurs ennemis de la tribu de Galad, les premiers disant Siboleth plutôt que Shibboleth. Leur prononciation trahissant leur origine, ils étaient égorgés sur place. Valait mieux pas zozoter, hein, moi je vous le dis. Donc un shibboleth, si vous ne l'avez pas compris, c'est un outil linguistique, le plus souvent un mot, qui sert à distinguer un groupe d'un autre. Le plus connu des shibboleths est très certainement alsacien, bien qu'il soit difficile de dire s'il relève plus de la légende ou de la réalité. Par exemple, ces noms de villes en France sont des shibboleths, car lorsqu'ils sont prononcés par des gens n'étant pas issus de la région, les locaux le savent directement. Parce que oui, tout le monde le sait, localement, on les prononce Auxerre, Bruxelles, Chamonix, Metz, Gérardmer. Et ça, en temps de guerre, c'est quand même bien pratique. Et d'ailleurs, dans les faits, les shibboleths, ils ont surtout servi durant les conflits. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Alsace est allemande, et les Alsaciens combattent alors contre les Français. Cependant, lorsque les Français capturent les soldats ennemis, le traitement est différent en fonction de la région de laquelle ils sont issus, puisque les Alsaciens ont le droit à un traitement de faveur. Pour départager les vrais Alsaciens des Allemands qui les imitent, le mot pour parapluie est utilisé comme shibboleth. En effet, les Allemands disent Regenschirm, là où les Alsaciens disent Barapli, un mot qui est à l'origine emprunté aux Français. Un shibboleth, ça peut aussi être utile pour détecter un espion ou un infiltré. Durant la guerre civile de 1918, les Russes utilisent des vêtements de civils pour se mêler à la population locale. Les Finnois utilisent alors le shibboleth Öksi, signifiant un, que les Russes prononcent Yoksi. Toute personne ayant une mauvaise prononciation de Öksi est alors tuée sur place. On retrouve quelque chose de similaire chez les Américains durant la guerre du Pacifique, qui utilisent le shibboleth Lollapalooza sur les étrangers pour identifier lesquels sont japonais, ces derniers ayant tendance à mal le prononcer. Et là encore, j'ai envie de vous dire, une mauvaise prononciation et pof. Enfin voilà. En vrai, les shibboleths ont surtout servi à emmerder les civils, c'est vrai. Notamment dans les conflits interethniques, comme en République dominicaine dans les années 30, où le shibboleth pereril, signifiant Percy, est utilisé pour distinguer les dominicains des haïtiens, ces derniers ayant beaucoup de mal à prononcer ce mot. Un shibboleth de lourdes conséquences puisqu'il mène au massacre du Percy, durant lequel des milliers d'haïtiens sont massacrés à la machette. Mais le problème du shibboleth, c'est quand même qu'il laisse malgré tout assez peu de place à la variation individuelle, à la variation sociale ou régionale. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un shibboleth. Mais du coup, on a parfois des accidents. Au Japon, après le tremblement de terre de Kanto en 1923, une vague de méfiance vise les Coréens expatriés, que l'on accuse de complot, d'être manipulateurs ou encore de tirer profit du malheur des vrais Japonais. Oui, enfin, la vieille rengaine raciste de base, hein, la même qu'on avait contre les Juifs en Europe à la même période. La population a alors recours à plusieurs shibboleths pour identifier les personnes ayant un accent coréen et procéder au lynchage de ces derniers. Sauf qu'en fait, une grosse partie des victimes ne sont pas coréennes, elles sont chinoises, ou encore japonaises. Parce que oui, les mecs se butent entre eux. En effet, c'est le cas pour beaucoup de Japonais issus de la région d'Okinawa, située au sud du Japon. Leur accent les faisait passer à tort pour des Coréens, et beaucoup en ont fait les frais malgré eux. Et l'utilisation des shibboleths ne date pas d'hier, parce que si c'est présent dans la Bible comme dans l'époque moderne, c'est également attesté au Moyen-Âge. Ah là là, si j'étais un petit peu taquin, je dirais quand même que le poids de la norme, bah ça peut tuer des gens, mais bon, je suis pas comme ça. Pas comme ça. Donc voilà, si votre langue peut permettre de donner un avantage considérable à vos alliés, elle peut aussi sérieusement vous mettre en danger. Car oui, la langue peut être une arme de guerre et changer le cours d'un conflit. Entre l'utilisation des codes Tucker, des shibboleths pour débusquer les espions ou encore le décryptage d'énigmas, les alliés ont gagné un temps précieux qui leur a permis de mettre un terme plus rapidement à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis au revoir les gens.